Jours de course et ça va très bien sur Team Plastique. 60 jours de mer, c'est long 60 jours. Mais à regarder Alessandro Di Benedetto et à l'entendre, il ne donne pas l'impression de souffrir d'une quelconque lassitude. En route vers la dernière porte, la porte Est Pacifique. Et après c'est le Horn, Cape Horn. Là, je viens de prendre un café au lait au bar à côté. 12e au classement, le franco-italien ferme la marche du Vendée Globe et c'est le cadet de ses soucis. Avec Bertrand De Broc et Tanguy Delamotte, il fait partie de ses concurrents qui naviguent encore dans le Pacifique. Au bout du plus vaste des océans, une sorte de poste frontière les attend. Dans 4 jours, on va arriver au Cap Horn. Et ensuite, ça sera la remontée dans l'Atlantique. Donc environ un mois, donc 7000 milles pour arriver au Sable d'Olonne. Donc dans ce chenal, il ne faudra pas relâcher la vigilance pour autant, parce que l'Atlantique c'est encore long, la course n'est pas finie. Loin s'en faut. Et ça n'est pas François Gabard qui prétendra le contraire. Pourtant, en tête de la course, le skipper de Massif joue une partition sans fausse note. Profitant de la rotation progressive des alizés, il a accentué son avance sur Armel Lecléache, alors forcément, la vie est belle. Et voilà, l'alizé brésilien, ça va assez vite, il fait chaud, il fait beau, on va pas se plaindre. Je peux vous envoyer un petit peu de soleil en ce dimanche de janvier, bah, ça sera avec grand plaisir, c'est pas ça qui manque. J'espère que tout va bien en France et que vous suivez la course et puis à très bientôt, on approche de l'équateur. Il y a le passage du poteau noir devant nous, j'espère que ça va bien se passer pour le bateau Massif et puis ensuite la remontée d'Atlantique pour arriver au Sable d'Olonne. J'essaie de faire au plus vite, je vous promets. Pendant plusieurs jours, Massif et son skipper touchent le vent bien avant les autres. Le 14 janvier à la mi-journée, François Gabard possède 275 000 d'avance sur Armel Lecléache. Au large du Brésil, par rapport à la distance au but, jamais l'écart entre les deux premiers n'a été aussi élevé depuis le départ. On a Récif dans le travers, là, à 400 km. Et on remonte vers l'équateur qu'on devrait franchir dans moins de 2 jours. Mercredi dans la matinée normalement. Et voilà, on va se rapprocher donc de la maison des Sables d'Olonne, rentrer dans l'hémisphère nord. Voilà, tout va bien, il fait beau, le soleil de l'Alizé. Ça mouille un peu mais ça va, la température de l'eau est quand même agréable. Donc voilà, on va espérer que la météo soit assez sympa pour la remontée, pour pouvoir revenir sur notre petit camarade de jeu. On va tout donner en tout cas jusqu'au bout, on est à fond et on lâchera rien, comme d'hab. On peut compter sur Armel, il ne lâchera rien. Tout comme Alex Thompson, auquel Jean-Pierre Dick a repris la 3e place en début de semaine. Débarrassé de ses problèmes d'énergie, le skipper d'Hugo Boss peut à nouveau envoyer des images et expliquer que le futur plaide peut-être en sa faveur. Je vais peut-être gagner du terrain sur Jean-Pierre Dick au fur et à mesure qu'il va franchir le poteau noir. Il y a une bonne possibilité du fait de ma position actuelle. Je vais sûrement passer un peu plus à l'ouest dans le poteau noir que les 3 autres bateaux. Et en théorie, c'est à l'ouest que la traversée est la moins risquée et qu'on peut envisager de la faire sans être trop ralenti. Donc il y a une petite chance de reprendre quelques milles sur eux. Si les 4 bateaux de tête ont pu déjouer les pièges de l'anticyclone de Sainte-Hélène, c'est un peu plus compliqué derrière. Coucher de soleil dans la pétole Atlantique Sud. Là-bas c'est beau. Tout simplement c'est beau. Bon bah c'est vrai que on va pas vite mais voilà, il y a d'autres plaisirs.
Par le travers de l'Uruguay, Jean Le Cam, contemplateur, voit revenir Mike Golding, légèrement décalé dans son est. Depuis le passage du Cap Horn, l'Anglais n'a cessé de combler son retard. Tout va bien à bord. Nous sommes actuellement en 6e position. Ça n'est pas là où je voudrais être, mais je me rapproche de la 5e place et de Jean Le Cam. Et nous sommes très attentifs à ce qui pourrait se passer devant, parce qu'il peut toujours y avoir un phénomène d'usure au sein de la flotte. Pour avoir un peu plus de vent, Mike Golding navigue en bordure de l'anticyclone, dont ses poursuivants ressentent aussi les premiers effets. À la recherche du vent perdu. Le Nixon est là-bas, là, encore plus loin, il y a Alcuna. Et on voit là l'anticyclone qui nous poursuit et nous attaque à Kena et Mirabeau. Et ma foi, on ne peut pas dire qu'on va vers du gros temps. Là, c'est pétole annoncé pour plusieurs jours maintenant, jusqu'à ce qu'on retrouve quelque chose le long des côtes de l'Amérique du Sud. Côté Pacifique, sur la route qui mène au Cap Horn, Tanguy Delamotte vérifie à l'instar des autres concurrents que le Vendée Globe exige une certaine somme de compétences. Bon voilà la déchirure de la grand voile. Voilà la couture qui a bien avancé. Donc j'ai fait dans les deux sens. Croisé. J'ai plus que 10 minutes de couture. Et ensuite il faudra faire les patchs et ça va prendre un peu de temps mais bon. Ça va le faire au moins un côté, ça sera clean. Et de l'autre côté, j'attendrai peut-être un empannage où j'irai le faire. Ça va pas être évident sous le vent, donc je sais pas trop. Je vais voir. Et voilà le travail. Un beau patch en cubaine de 2 mètres de long. Je deviens assez bon, j'avoue, en réparation de voile en mer. Une grand voile pour Tanguy, une drisse de Jenaker qui s'est rompue pour Alessandro. Voilà, Jenaker, petit Jenaker à l'eau. Je viens de terminer la manœuvre pour libérer la coque et le safran sous le vent. Et là, je commence à le récupérer à bord, voir s'il n'est pas cassé. Et en tout cas, j'ai perdu la drisse. Il y a la drisse du petit Jenaker qui a cassé. Non, c'est la nuit, hein, c'était la fin de la journée, c'était après la couchée du soleil que ça s'est arrivé. J'avais affalé la grande voile, j'ai fait toute une manœuvre pour ralentir le bateau. Et donc j'ai pu sauver la voile, je ne sais pas en quel état vraiment elle est, si elle est déchirée ou pas, je ne crois pas. Donc pour le moment, je suis avec la grande voile et le Solent. Je vais passer la nuit comme ça et demain matin, je vais voir un peu la situation et essayer de remettre un peu de l'ordre dans le bateau. Ah voilà, ça arrive. Pas trop de problèmes matériels a priori chez Bertrand de Broc qui double le Cap Horn pour la 2e fois. Ça se passe dans la boucaille et c'est un peu chaud. Et j'aperçois la côte là, à bâbord. Là j'ai pris un 3e riz sur la grand voile qui a des claques à 45 nœuds. Voilà la première terre depuis 2 mois. Quelques heures plus tard, c'est au tour de Tanguy Delamotte qui, lui, ouvre son compteur. Voilà, mon premier Cap Horn. Passé de nuit, le skipper d'Initiative Cœur n'a pas vu le caillou, mais il peut ajouter une ligne à son CV. Je deviens un Cap Hornier. Et oui, incroyable. 66 jours après le départ des Sables d'Olonne, des concurrents en finissent donc avec le Pacifique, pendant que d'autres franchissent à nouveau l'équateur et reviennent dans l'Atlantique Nord. Premier de cordée, François Gabard abaisse de plus de 5 jours le temps de référence établi par Michel Desjoyaux en 2009. Signe évident que ce Vendée Globe se court sur un rythme très élevé. Cependant, il reste quelques obstacles à négocier qui peuvent semer le doute dans les esprits. Petit coucher de soleil à l'entrée du poteau noir. Vent faiblit, ça revient un peu par derrière, mais c'est normal. La mer est plate, il fait bon là quand le soleil se couche. Je suis torse nu, mais c'est plus la bonne température pour être bien. Donc je me plains pas, c'est pas désagréable, ça risque peut-être d'être un peu plus compliqué dans les heures qui viennent. Le poteau noir c'est jamais simple, on verra bien. Pour le moment, on fait au mieux avec ce qu'on a. Le poteau noir, ou la hantise du skipper, de se retrouver scotché dans les calmes ou d'être pris dans des grains violents, c'est selon. Armel Lecléache sait que François Gabard est en train d'en subir les effets. Alors si Neptune peut lui filer un petit coup de main... On avait traqué à l'aller, on va traquer au retour, c'est important. Allez.
Un petit coup pour Neptune. Un petit coup pour le bateau qui nous a amené jusque là. Un petit coup pour le marin. Il est un peu chaud mais ça va. En l'espace d'un peu plus de 48 heures, les offrandes d'Armel semblent avoir été entendues. De 275 000, son retard sur François Gabard tombe à une soixantaine de milles. À une douzaine de jours de l'arrivée, l'issue de ce magnifique duel demeure des plus incertaines. 2000 milles plus au sud, une autre joute nous tient en haleine, celle que se livrent Mike Golding et Jean Le Cam pour la 5e place. Depuis plusieurs jours, le skipper de Sinertiel est le tenant d'une option et d'un cap qui le rapproche considérablement des côtes brésiliennes. Bonjour Jean, comment vas-tu? Bah là, je vais sur Rio, enfin, je vous ai pas dit, mais comme le carnaval est proche, je vais m'arrêter à Rio. Ouais, si tu veux, je continue tout droit, dans 5 heures, j'y suis. Bon, il va falloir virer un moment. Allez, salut Jean, bonne route, Jean Le Cam, Sinertiel. Et Jean Le Cam finit par virer, quand pratiquement au même moment, Alessandro Di Benedetto est en train de savourer l'un des plus beaux jours de sa vie. Et là, c'est le champagne. Et je vais ouvrir la bouteille. Orne, Cabernet Ornos. Magnifique. Et j'ai pas de mots, c'est merveilleux aussi de passer si près à côté et aussi avec un peu de soleil. C'est un rêve. Go. Champagne au bateau. Anti-plastique. Et vraiment tous ceux qui ont cru en ça. Magnifique. Au 69e jour de course, Alessandro referme la porte du Pacifique sur le vent des globes et rejoint ses camarades de jeu dans l'Atlantique. Magnifique crochet. Magnifique crochet. Magnifique.